Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle d'économie mondiale. Je sors de ma zone de confort. Mais je vais essayer de vous faire un sujet complet. Donc, je vais essayer de parler de tout, comme vous voyez ici. On va parler de l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. On va parler de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie et de l'Océanie. Pour savoir, au niveau de l'économie mondiale, voilà, j'ai mis en plus gros. Il y a 3 gros blocs en moyenne. L'Union européenne, l'UMCA, c'est l'abréviation de ALENA en anglophone, ça veut dire United States, Mexico, Canada Agreement. Donc ça veut dire qu'il y a un accord entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. RCEP, donc on verra qu'est-ce que c'est l'ASEAN plus la Chine, la Corée, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Et puis l'Afrique, le Mercosur. Donc voilà, on va parler des associations économiques. Et je vais vous parler que l'Afrique, l'Amérique du Sud est beaucoup moins dynamique, comme vous pouvez le voir en termes de pourcentage sur le schéma. Alors, on va commencer par l'UMCA, d'accord ? Et on va parler en particulier du pays le plus riche des 3 entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. Donc, on va parler des États-Unis. Donc, pour ceux qui sont intéressés par les États-Unis, cette partie, ça peut être assez important peut-être pour vous. Donc, on parle des régions économiques des États-Unis. Donc, aux États-Unis, vous avez différentes régions, il y en a 4. La partie nord-est, qui est le cœur économique des États-Unis, c'est la région la plus riche, avec des villes comme Chicago, Détroit, New York. C'est des villes qui génèrent énormément au niveau financier. Je vais en parler juste après. Je fais juste une brève présentation. Vous avez en vert la diagonale intérieure, ou on pourrait l'appeler la diagonale du vide. On a la même chose en France, avec la Creuse, l'Aveyron. Donc c'est la région la moins dynamique économiquement. Ça reste quand même les États-Unis, donc ces régions restent quand même un minimum dynamiques, parce que ça reste quand même les États-Unis, donc c'est la première puissance économique mondiale, je tiens à le rappeler. Ensuite, vous avez en jaune le croissant périphérique, d'accord ? C'est le croissant périphérique qui est en développement. Vous avez des hautes technologies qui sont parfois implantées dans ce croissant périphérique. Par exemple, on pense à Seattle. Seattle qui a le siège de Microsoft, notamment, et le siège d'autres entreprises américaines. Et ensuite, vous avez les États moteurs de la Sun Belt, comme par exemple la Californie, le Texas et la Floride. Qui sont des États qui ramènent quand même pas mal d'argent au niveau financier. Pour vous donner par exemple un ordre d'idée, le GDP, ou si vous préférez le GDP ou le PIB du Texas par exemple, c'est de 1059 milliards. De la Californie, c'est je crois que c'est 4100 milliards. Le PIB de la France est de 2921, donc la Californie est plus riche que la France. La Floride est de 1705 milliards, le PIB. Donc c'est juste énorme. En fait, c'est des États, certains États comme la Californie sont plus riches que des pays, quoi. C'est juste énorme. Je vais vous donner un petit ordre d'idée pour la région la plus riche des États-Unis. Par exemple, prenons Chicago. Chicago, par exemple, c'est la 3e plus grande ville des États-Unis. Et c'est une ville ultra riche. Je vais vous faire montrer un autre schéma pour vous faire prendre conscience de l'importance d'une ville juste comme Chicago. Chicago, c'est un quart du PIB de la France. Parce que 762 et la France, c'est, comme tu peux le voir dans l'article, 2921 milliards. Voilà, ça c'est le PIB, ou le GDP si tu préfères, le Gross Domestic Product. Donc c'est 2921 milliards et 762. Donc c'est environ un quart du PIB de la France. Tac, je suis en train de lire. L'Illinois, 775 milliards. Donc Chicago, c'est 762. Et l'Illinois, donc c'est l'État de Chicago, c'est 775 milliards. Et par exemple, pour ceux qui ne savent pas, on va reprendre sur la carte. Donc je disais, voilà, ceux qui ne savent pas, Chicago par exemple, vous avez énormément de grosses entreprises américaines qui sont basées là-bas. Par exemple, l'entreprise Hertz, vous avez le siège de McDonald's aussi également. Vous avez Abbott Laboratories, le laboratoire d'Abbott. Vous avez aussi United Airlines et d'autres entreprises à ses côtés qui sont basées là-bas. Par exemple, si je prends une autre ville moins importante économiquement, Détroit, Détroit, c'est pas
C'est pas très connu pour nous les Français ou francophones, mais Détroit, c'est une capitale automobile des États-Unis. C'est là où c'est là où il y a le siège de Cadillac. D'accord? C'est là où il y a le siège de Ford. D'accord? Aussi également. Donc c'est hyper réputé par rapport à l'automobile. Et c'est une ville aussi importante. Je vais vous faire montrer la zone économique des États-Unis. Donc là, comme vous voyez sur le schéma suivant, c'est la région des États-Unis la plus riche. Donc c'est cette diagonale qui va de Boston jusqu'à Washington, en passant par Baltimore, Philadelphie et surtout New York, qui est le centre financier mondial. C'est pas uniquement des États-Unis, mais mondial, c'est là où il y a le plus de flux financiers. Vous connaissez forcément la bourse, Wall Street. Donc c'est là où il y a le plus d'argent. Voilà, pour ceux qui sont intéressés par exemple par la Californie, c'est juste pour vous montrer, voilà, la Californie, si c'était un pays, dans cet article, il note que ce serait la 5e, d'accord, il serait classé 5e au niveau international. Bon, derrière les États-Unis, Chine, Allemagne et Japon. Donc le GDP de la Californie est juste énorme. C'est l'État américain qui génère le plus d'argent. Je sais qu'il y a beaucoup de Français qui aiment la Floride, notamment avec Miami. Oh yes, a papaya. Oh, ça me rappelle une citation assez culte. Donc pour la Floride, ceux qui sont intéressés, je vous ai mis la carte. Les régions en Floride ne se valent pas. Toutes les régions ne se valent pas au niveau économique, d'accord? Privilégiez Miami-Dade et Broward au niveau économique, si vous êtes en Floride. Cette fois-ci, on va parler de l'Asie, RCEP. Donc, RCEP, c'est quoi? Je vais vous mettre ça tout de suite. Donc, je vous fais montrer dans le schéma ci-dessous. RCEP, comme ça, vous voyez un petit peu plus. Donc, il y a l'ASEAN plus RCEP, c'est plus Australie, Japon, Nouvelle-Zélande, Chine, Corée du Sud. Voilà, c'est la région la plus importante économiquement dans le monde. Donc, vous avez vu, RCEP, ça correspond à quoi? Donc, au niveau de l'Asie, vous avez la mégalopole japonaise. Vous allez me demander, c'est quoi la mégalopole japonaise? C'est ce qui va de Tokyo jusqu'à Osaka. Je vais vous faire montrer ça rapidement. Donc, voilà. Vous voyez sur le schéma, de Tokyo jusqu'à Osaka. À côté d'Osaka, il y a Kobe aussi également. C'est pour ça qu'on dit Tokyo, Osaka, Kobe. Parce qu'à côté d'Osaka, c'est Kobe. Ils ne l'ont pas mis sur la carte. Mais voilà, c'est cette région que vous voyez en rouge, c'est la mégalopole, c'est là où il y a les flux financiers les plus importants au Japon. Donc, entre guillemets, si vous voulez gagner de l'argent au Japon et que vous êtes intéressé par le pays, ce sera à Tokyo, Osaka ou Kobe, voire Nagoya. C'est le Big Four au Japon. Donc pour le Japon, je vous refais montrer, avec cette carte-là, il y a peut-être plus de précision. Donc voilà, le cœur économique du Japon, Tokyo. Après, vous avez les villes qui sont en périphérie de Tokyo, bon, Yokohama par exemple. Après, Nagoya, qu'on avait vu tout à l'heure. Kobe, Osaka, que je disais, voilà, qui sont à côté. Voilà. En vrai, le vrai axe économique, c'est surtout ça, Tokyo, Kobe, Osaka. C'est pour ça qu'on disait Tokyo, Kobe, Osaka. Et après, vous avez aussi Hiroshima, qui est une ville assez importante pour le Japon. Vous avez Fukuoka, et voilà. Donc voilà, c'est ça, c'est cet axe-là où il y a les flux financiers et le Sendai aussi. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés par le Japon. Ceux qui sont intéressés par la région Birmanie, Thaïlande, Cambodge, Vietnam. Donc comme vous voyez sur la carte, c'est les couloirs économiques de la région. Le plus important, c'est dans le sud, entre Bangkok et Ho Chi Minh, ou Saigon, ça dépend comment vous l'appelez, en passant par Phnom Penh. C'est là où voilà, il y a les flux financiers les plus importants pour cette région d'Asie du Sud-Est. Sachant que moi, je suis un pro team Bangkok. C'est pour ça que je voulais vous faire montrer ça, au cas où si ça intéresse d'autres personnes. Voilà. Ho Chi Minh, ça peut être aussi une bonne ville pour les personnes qui sont intéressées. Autre point important, donc là, ce que vous voyez, c'est les mégalopoles mondiales à l'échelle du monde. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que les mégalopoles bénéficient d'interfaces maritimes qui sont les pôles majeurs de la mondialisation. D'accord? De la mondialisation, des échanges
commerciaux dans le monde, et ces échanges commerciaux dans le monde, ils se font à plus de 80% par voie maritime, d'accord, dans ces mégalopoles-là que vous voyez, Hong Kong, Shanghai, c'est 80% par voie maritime, c'est la loi Pareto, la loi 80-20, d'accord. Vous voyez cet archipel, d'accord, des mégalopoles, d'accord, des mégalopoles mondiales, ça concentre l'essentiel des trafics non seulement maritimes, mais aussi aériens dans le monde, d'accord. De ce qu'il faut comprendre, c'est que 90% des flux financiers, ça se passe dans ces mégalopoles, ça se passe ici, Londres, Paris, Milan, Washington, New York, Toronto, Chicago. Encore le Big Three en Amérique du Sud. Si vous êtes intéressé par l'Amérique du Sud, je vous invite à être situé ici, entre Buenos Aires et Rio. Rio, Sao Paulo, Buenos Aires. On pourrait mettre ici également Montevideo, mais Montevideo est beaucoup moins important économiquement que les trois gros. Les trois gros, c'est Buenos Aires, Sao Paulo, Rio. D'accord ? Et Sao Paulo, qui est le centre financier de l'Amérique du Sud, je tiens à le rappeler. Voilà, j'ai été à Sao Paulo, donc j'ai été un peu de partout. J'ai fait le tour du monde. Mais voilà, très important. Et donc là aussi, vous avez l'Asie, qui est énorme, qu'on a parlé tout à l'heure du Japon. Voilà, Tokyo, Osaka. Vous avez Séoul, Beijing, c'est Pékin, pour ceux qui ne connaissent pas. Shanghai et Hong Kong. Voilà, là, c'est là où se passent les flux financiers. D'accord ? C'est important que je vous le dise, comme ça, au moins, c'est fait. Alors, je reviens sur cette carte parce que j'ai oublié de parler de l'Afrique. Et je sais que j'ai eu une question là-dessus, sur quelqu'un qui était intéressé par le continent africain pour faire de l'entrepreneuriat. Et j'avais parlé que justement, le continent africain est l'un des moins développés avec la zone Mercosur. Mais je vais quand même répondre à la question, d'accord ? Et essayer d'y répondre. En tout cas, essayer de donner mon point de vue. Donc, il faut savoir qu'en fait, dans les lions, donc c'est les lions d'Afrique, donc vous avez le Nigeria, le Tunisie, Maroc, ok ? Et ces pays-là, si on rajoute en plus, parce qu'ils sont considérés comme des lions dans on va dire dans l'échiquier géoéconomique, l'Algérie et aussi également l'Angola, qui est considéré comme les lions d'Afrique. Par rapport aux lions d'Afrique, il y a vraiment 7 pays qui participent à 2/3 du PIB réel sur le continent africain. Donc ces 7 pays, c'est l'Afrique du Sud, le Nigeria, Égypte, Algérie, Maroc, Tunisie et Angola. D'accord ? Donc il y a des articles différents que vous allez trouver sur Internet qui vont vous dire que, comme ici, article de Wikipédia, vous allez trouver peut-être à la place le Kenya et l'Éthiopie, mais à la place de la Tunisie et de l'Angola. Mais de manière générale, déjà ce qui est sûr et certain, c'est que ces 5 pays, Maroc, Algérie, Égypte, Nigeria, Afrique du Sud, c'est le Big Five de l'Afrique. Donc j'avais comparé par rapport à la savane, où j'avais dit quand vous faites un safari au Kenya, en Afrique, les gens veulent visiter quoi, veulent voir quoi ? Ils veulent voir le lion, le guépard, l'éléphant, le rhinocéros et la hyène. Ils veulent voir les 5 animaux les plus fréquents dans la savane. Donc le Big Five, c'est clairement ça. Et ensuite, il y a 2 autres pays qui s'ajoutent. Certains vont dire la Tunisie et l'Angola. D'autres vont dire que c'est pas la Tunisie et l'Angola. D'autres vont dire que c'est l'Éthiopie ou encore le Kenya. Peu importe. De manière générale, quand on parle de lions africains, les pays qui reviennent le plus souvent, c'est les 7 pays suivants que je vous ai mis ici dans le top 7. Alors, quel est le défaut de l'Afrique ? Le défaut de l'Afrique, c'est que les puissances, comme par exemple le Nigeria, qui fait partie des puissances économiques majeures de l'Afrique, ou encore l'Afrique du Sud, est mal situé. Il n'est pas situé à côté d'autres pays mastodontes au niveau économique sur le continent africain. À côté, vous avez la Namibie, mais tout ça, c'est à des années-lumière de l'Afrique du Sud. C'est pareil pour le Nigeria, qui sont à côté de pays qui sont beaucoup moins développés et qui sont à des années-lumière du Nigeria. Et ça, c'est un problème majeur, et ce qui fait que ces pays-là ne se développent pas comme ils auraient dû se développer. Parce que vous développez quand vous êtes en équipe, et vous pouvez faire des associations comme l'association qu'on a vue tout à l'heure avec l'Union européenne entre Milan et Londres, en passant par Paris, avec
des gros flux économiques parce que les pays sont à proximité. Et là, en Afrique, ils peuvent clairement pas le faire. Mais l'Afrique aurait pu bénéficier d'un couloir économique important, on imagine, d'accord? Fermez les yeux. Non, fermez les yeux, non. Ouvrez les yeux, regardez bien le schéma. Je vais rectifier. Ouvrez les yeux. Vous avez vu les lions d'Afrique, Maroc, Tunisie, Nigeria. On imagine, d'accord? Là, l'Algérie et l'Angola font partie des lions d'Afrique. On imagine que voilà, Maroc, Algérie, Tunisie, la Libye, on l'enlève, on remplace par l'Afrique du Sud, le Nigeria avec l'Égypte, parce que le Big Five en Afrique, c'est qui? Le Big Five des pays les plus riches en Afrique, c'est Égypte, Maroc, Algérie, Nigeria, Afrique du Sud. C'est les 5 pays les plus riches. Ensuite, vous avez la Tunisie, d'accord, 6, et l'Angola, 7, qui sont les lions d'Afrique, d'accord. Ces 7 pays-là, d'accord, ces 7 pays-là produisent 2 tiers du PIB africain. Et bien, en Afrique, si vous êtes un entrepreneur, vous voulez faire de l'argent, je vous invite à vous concentrer sur le Big Five et si vous voulez être un peu plus élargi sur le Big Seven avec la Tunisie et l'Angola que vous pouvez rajouter. L'Angola qui est un pays assez riche par rapport aux mines de diamants, mais les mines de diamants sont exploitées par des compagnies étrangères, mais pas par des compagnies d'Angola. C'est pour ça que l'Angola ne s'enrichit pas. Et c'est pour ça aussi que la plupart des pays africains ne s'enrichissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont exploités souvent par des puissances étrangères. Vous le savez mieux que moi, j'ai pas besoin de développer ce chapitre. Si ça vous intéresse, allez faire des recherches par vous-même. Donc allez, on continue, parce que cette fois-ci, j'ai parlé du continent africain. On va continuer la suite de la vidéo. On a oublié de parler de quelque chose. Je vais vous donner une opinion personnelle que moi, j'ai pas citée ici. Donc, il y a les tigres, les lions, les jaguars. Personne n'en parle. C'est moi qui l'ai inventé. Pour moi, ici, il y a une région. Donc, Arabie Saoudite, c'est Arabie Saoudite, Qatar, Bahreïn et Émirats. Pour moi, ces pays-là, c'est les 4 faucons. Donc, je rajouterai les faucons. D'accord? Je vais essayer de vous faire montrer ça sur un autre schéma. Donc sur ce schéma-là, vous voyez un petit peu plus. Alors pourquoi j'ai choisi les 4 faucons? Parce que souvent le faucon, c'est un animal emblème dans les 4 pays que je vous ai dit. Et pour moi, c'est le Big Four du Middle East. Donc aussi, je voulais aussi notifier ce point. Ceux qui sont intéressés de manière économique par la partie Middle East, et si vous avez la chance de parler arabe, ça peut être intéressant d'être localisé dans un de ces 4 pays, comme le Qatar, les Émirats, le Bahreïn. Ça, c'est le logo d'une compagnie aérienne du Bahreïn. Et l'Arabie Saoudite n'a pas vraiment de logo comme le faucon. Mais par contre, c'est hyper important en Arabie Saoudite de posséder un faucon dans le statut social des classes supérieures. Donc, c'est vu comme quelque chose de bourgeois d'avoir un faucon et un symbole de puissance. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai pris le faucon comme symbole pour la partie Middle East. Pour moi, c'est le Big Four du Middle East, les 4 faucons. Le faucon, il est au-dessus, d'accord, du ciel. Il a une vision panoramique. Et le faucon, si vous prenez la carte et vous regardez les Émirats, d'accord, les Émirats, l'Arabie Saoudite, Bahreïn, Qatar, vous voyez quoi? Vous voyez qu'ils sont situés entre l'Asie et... ils sont en Asie, mais ils sont situés entre l'Europe et la partie Asie de l'Est. Et ils ont une vision panoramique pour être entre les deux. Et notamment Dubaï, par exemple, c'est un couloir aérien assez important, une bonne destination d'escale qui permet de faire le point d'intersection entre non seulement l'Europe et l'Asie de l'Est, mais aussi également des fois entre l'Asie de l'Est et l'Afrique. Beaucoup de compagnies aériennes s'arrêtent à Dubaï. Donc, et pas que à Dubaï, s'arrêtent parfois au Qatar ou dans d'autres pays des 4 faucons. D'accord? Donc, les 4 faucons, si vous êtes intéressé au niveau de l'entrepreneuriat, ça peut être intéressant d'aller travailler ou d'aller faire du fric dans cette région-là. Ça reste l'Asie, ça reste dynamique. D'accord? Donc ça, je le dis en plus. Donc, même si je viens de parler des 4 faucons, donc la région quand même la plus dynamique en Asie, c'est quand même le pays des 4 dragons. C'est là où il faut être, selon moi, en 2025, comme on disait, être au bon endroit, au bon moment. D'accord? Singapour, Hong Kong, Taïwan et la Corée du Sud, c'est les 4 dragons, c'est les 4 économies émergentes de demain. C'est là où ça se passe, d'accord? C'est ici, c'est
dans ces endroits où il faut être localisé une fois que vous avez des revenus confortables. C'est là où vous allez rencontrer les gens dans l'entrepreneuriat les plus intéressants et c'est là où vous allez vous enrichir tout simplement. Alors, certaines personnes vont me dire oui, mais moi j'ai pas assez d'argent pour m'installer à Hong Kong, Singapour ou du côté de la Taïwan, etc., etc. Alors, moi, ce que je conseille, c'est de commencer par un des pays des tigres, d'accord? Donc, comme la Thaïlande, comme l'Indonésie, Bali, etc., le Vietnam, et après, par la suite, partir vers les 4 dragons. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est important pour pas être capé au bout d'un moment et pour continuer à être ambitieux. Pour ceux qui sont vraiment ultra ambitieux, je pense que c'est même capital de quitter les tigres à un moment donné pour aller switcher vers les dragons parce que c'est en rejoignant la team des dragons que vous allez réussir à vous développer de manière économique et à ne pas rester bloqué et à pas stagner au même niveau. C'est comme dans un jeu vidéo. Si vous avez joué aux jeux vidéo, des jeux comme, je sais pas moi, Dofus ou je sais pas, ou les Tekken, Soul Calibur, tous ces jeux Final Fantasy, tous ces jeux World of Warcraft, vous avez des jeux avec des niveaux, d'accord? Vous avez des niveaux, l'entrepreneuriat c'est la même chose, il y a des niveaux d'enrichissement économique, d'accord? Niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça va jusqu'au niveau infini, peut-être niveau 100, et ben une fois que vous avez dépassé peut-être le niveau 30 ou le niveau 50, d'accord? Et bien là, vous dépassez, il est temps de switcher et de partir dans la catégorie des dragons. Ok? Alors, j'ai eu une autre question aussi également d'un internaute qui m'a posé en privé. Moi, je suis intéressé, il m'a marqué, je suis intéressé par le Japon et la Corée du Sud. Qu'est-ce que tu me conseilles comme pays? Moi, économiquement, j'ai pas réussi, donc je pourrais pas te conseiller. C'est à toi de faire ton choix. Par contre, moi, ce que je pense, je vais quand même te donner mon opinion. Moi, je suis team Japon parce que j'aime le Japon au niveau du cœur. D'accord? Pour moi, c'est la meilleure nourriture au monde. Je suis attiré par la culture japonaise, les femmes japonaises aussi un petit peu. Mais ce que je veux dire, c'est personnel. Il est temps d'être réaliste. Économiquement parlant, ce que je pense, la Corée du Sud est plus intéressante économiquement que le Japon. Le Japon est en récession économique. Le Japon était la deuxième puissance économique mondiale dans les années 80-90. Ça concurrençait les États-Unis. Donc, exemple, dans ce schéma, tu vois le Japon en 82, deuxième puissance économique mondiale. Et aujourd'hui, le Japon en 2025, quatrième puissance économique mondiale. D'accord? Tu vois une régression. Pareil pour la France, qui était un peu un Eldorado dans les années 80. C'est pour ça que moi je le dis, nous les petits jeunes, on est la mauvaise génération en France. La France quatrième, 82. Aujourd'hui, la France est septième. D'accord? En 2025. Aujourd'hui, le Japon est quatrième puissance économique mondiale, juste après l'Allemagne. Première, c'est, je crois, soit les États-Unis, soit la Chine. Donc ça, c'est 1 et 2. 3, Allemagne. 4, Japon. Et le Japon a une population vieillissante. Donc, il y a un problème de natalité au Japon qu'il n'y a pas en Corée du Sud. Et ça commence à être un problème assez majeur parce que l'État est en récession et c'est plus difficile pour les Japonais de gagner leur vie. Et je connais des gens qui sont au Japon, d'accord? Et ils me confirment. Donc c'est plus difficile. Et d'ailleurs, ceux qui ont été au Japon dernièrement, aujourd'hui, comment ça se passe? C'est que ceux qui sont au Japon dernièrement, aujourd'hui, en tant que touriste, le pouvoir d'achat pour un Européen ou une personne qui vient des États-Unis ou du Canada est beaucoup plus élevé. Donc on peut souffrir des expériences plus élevées. Pourquoi? Parce qu'il y a une chute de la monnaie. D'accord? Et moi, je vais te prendre un exemple. Mon exemple. La Thaïlande, parce que j'ai vécu ici dans le Tigre à un moment donné. J'ai vécu quelques mois en Thaïlande. J'ai étudié à Chulalongkorn. Et en Thaïlande, le modèle avant en Asie, le pays qui dominait l'Asie, c'était le Japon. Dans les années 50, 60, c'était le Japon qui dominait l'Asie. Et donc tout le monde avait une influence japonaise, plus ou moins. D'accord? Lors de la Seconde Guerre mondiale, c'est le Japon qui dominait la partie, qui était en Corée, qui était en Chine. D'accord? C'est pour ça que justement les Japonais, les Coréens, les Japonais et les Chinois ne s'entendent pas du tout. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne sont jamais allés dans ces pays-là,
Si vous parlez aux vieilles générations, vous allez vite comprendre là où je veux en venir. D'accord? Alors, je vais revenir à mon exemple de la Thaïlande. En Thaïlande, ok, les gens aujourd'hui ne sont plus attirés par le modèle japonais. Moi, quand j'étais petit, en France, on regardait Pikachu Pokémon, on regardait Naruto, on regardait Dragon Ball Z, on regardait les mangas ou les dessins animés japonais. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. En Asie, les gens regardent les K-dramas, la Korean drama, donc regardent les dramas coréens, écoutent de la musique comme la K-pop, d'accord? Et donc, c'est ce qui se passe. C'est la Corée qui a une influence sur non seulement la Thaïlande, mais sur toute l'Asie. Par exemple, je vais te donner un exemple. Je vais reprendre un autre schéma. Allez, on sort un petit peu du sujet et je reprends l'autre schéma, comme je t'ai dit. Donc, tu vois, là, dans ce schéma, par rapport à la Thaïlande, ça, c'est la Thaïlande des années 70, à gauche. L'influence en Thaïlande dans les années 70, là, 2513, ça veut dire 1970 en thaïlandais. Parce que le calendrier thaï et européen occidental est complètement différent. D'accord? Donc, en Thaïlande, comment ça se passe? Dans les années 70, dans les films thaïlandais, les actrices et les acteurs thaïlandais étaient influencés par le modèle indien. Moi, j'ai étudié à Chulalongkorn, je commence à connaître un petit peu l'histoire de la Thaïlande parce que j'ai étudié là-bas de manière très sérieuse avec des Thaïlandais, d'accord? Des fois des Lukrong, des gens métis, mais la plupart du temps, c'était avec des Thaïlandais et qui voulaient vraiment connaître l'histoire de leur pays, qui avaient à cœur d'enseigner l'histoire du pays. Donc, dans les années 70, petite histoire, en Thaïlande, l'influence était indienne. Vous avez entendu? Pas japonaise, pas coréenne, indienne. Donc, les acteurs et les actrices, d'accord, en Thaïlande, ressemblaient à des femmes indiennes. Comme vous pouvez voir en photo, comme vous pouvez voir ici, il y a une espèce de sari, ça ressemble à ce côté un peu aux femmes indiennes, d'accord? Et là, vous voyez dans les films, la couverture de film, ça fait très Bollywood, très indien. Vrai ou pas? Vous allez me dire, oh, il y en a un qui vont me dire qu'ils ne sont pas d'accord. Si, c'était influencé par les Indiens. Ceux qui ont été en Thaïlande comme moi, qui ont été à Bangkok, qui ont été dans les centres commerciaux, vous verrez que la plupart des Thaïlandais là-bas ont des origines aussi indiennes. D'accord? On parle souvent que des origines chinoises, des origines du Myanmar, mais beaucoup de Thaïlandais qui ont des origines indiennes. Il y a un courant indien en Thaïlande, dans les grosses villes thaïlandaises, il y a un courant indien, pas de première génération, mais de deuxième ou troisième génération. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés en Thaïlande dans les années, justement, 70, 60, 70, dans ces eaux-là. D'accord? Pour aujourd'hui, maintenant, en Thaïlande, dans les films, c'est l'influence coréenne, Corée du Sud. Et là, vous le voyez avec les actrices. Tu vois, les actrices en 2024. Elles ressemblent aux femmes coréennes. Voilà, ça, c'est des actrices. Ça, c'est des films, aujourd'hui, des séries que vous pouvez retrouver sur Netflix. Et c'est inspiré de la Corée du Sud. Ce n'est plus du tout inspiré de l'Inde comme dans les années 70. Et si vous ne me croyez pas, je vous invite à aller regarder des films thaïlandais des années 70 et vous allez voir que j'ai raison. Je suis très réaliste. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que le modèle de beauté en Thaïlande, c'est la Corée du Sud. D'accord? Là, on voit une femme coréenne, une femme thaï. Vous voyez très bien où je veux en venir. Ça se ressemble. Moi, honnêtement, je ne vois pas la différence. C'est pareil avec un acteur thaï et un acteur coréen, ils se ressemblent. Si lui, il enlève son bonnet, ils ont à peu près la même coupe de cheveux. D'accord? Donc le modèle de beauté est inspiré de la Corée du Sud en Thaïlande. Et c'est pas uniquement en Thaïlande. Quand vous demandez aux femmes vietnamiennes ou aux femmes asiatiques, vietnamiennes, chinoises, etc., vous leur demandez c'est quoi leur style d'homme, tous, elles vont répondre les hommes coréens. Et quand une femme pense à un homme asiatique beau gosse, elle pense à un homme coréen. C'est comme nous, les hommes, quand on pense à une femme blanche ou slave super belle, on pense à la femme ukrainienne. Vrai ou pas? D'accord? Donc, pour les femmes asiatiques, quand elles veulent un homme asiatique, elles pensent toujours aux hommes coréens, pas aux hommes japonais ni chinois. C'est aux hommes coréens. Et c'est la Corée du Sud aujourd'hui, en 2025, qui a le soft power le plus important.
Donc comme je te disais, la Corée qui a le soft power le plus important. Mais regarde, tu vois, à travers cette carte, je vais te faire montrer la Corée du Sud. L'évolution que la Corée du Sud a eue est énorme. C'est énorme. D'accord? Dans les années 60, la Corée du Sud était l'un des pays les plus pauvres du monde. Je tiens à rappeler la guerre de Corée en 1950. D'accord? Il y a eu, par exemple, entre 1910, comme tu peux le voir ici, et 1945, l'occupation japonaise en Corée, d'accord? Et donc, dans les années 60, la Corée était l'un des pays les plus pauvres. Aujourd'hui, c'est le 11e pays le plus riche du monde, d'accord? Donc, c'est juste énorme. Donc, c'est un argument autre qui fait que si tu choisis pour pour des raisons économiques, la Corée est peut-être préférable par rapport au Japon. Aujourd'hui, le Japon est la 4e puissance économique mondiale, donc le Japon est au-dessus de la Corée, vu que la Corée est 11e. Mais si tu prends le graphique à l'ancienne, quand tu regardes l'évolution, c'est juste énorme. Je vais te faire montrer. Donc là, tu vois, sur le schéma, je t'ai pris un tableau de 1961, janvier 1961. Les 50 pays les plus pauvres, d'accord? La Corée était 19e. 19e. C'est 19e pays le plus pauvre en janvier 1961. D'accord? Aujourd'hui, c'est la 11e puissance économique au monde, en 2025, où je te fais cette vidéo. D'accord? Donc, des articles, voilà, dans les années 50, la Corée faisait partie des pays les plus pauvres du monde. Aujourd'hui, elle est 11e pays le plus riche du globe. Voilà, c'est juste énorme. Ok? Et donc, c'est pour te dire que si moi j'analyse ça bien, 1961, tu vois quoi? Tu vois que des pays qui étaient pauvres auparavant, sont devenus riches. Alors, les pays africains c'est toujours difficile pour eux, comme le Ouganda ou la Somalie. Par contre, les pays, comme je t'ai dit tout à l'heure, les 4 tigres, d'accord, les 4 dragons, excuse-moi, la Corée du Sud, Taïwan, d'accord, il y a dedans, il n'y a pas Hong Kong et Singapour, mais Hong Kong et Singapour ont eu un miracle économique énorme. Et moi, tu sais que la Thaïlande, par exemple, c'était parmi les pays les plus pauvres. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est l'un des pays les plus touristiques en Asie. Même en Asie du Sud-Est, c'est le pays le plus touristique. Et en Asie, je ne sais pas si c'est le pays le plus touristique avec le Japon. D'accord? C'est juste énorme. D'accord? Ces pays ont eu un dynamisme économique hyper important. Et moi, tu sais que j'adore la Thaïlande et j'adore Singapour. Je vais te parler rapidement de Singapour. Ça va te dévier un peu du sujet. Donc, je te parle rapidement de Singapour. Là, je te fais montrer quelques articles sur Singapour. Tu vois, Singapour, avant, dans les années 60, pareil, c'était super pauvre. C'était super pauvre. Là, ils te disent quoi dans les articles là? Quand Singapour était pauvre entre 59 et 65. 65, ils ont eu l'indépendance. Tac, 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 tac. Là, par exemple, ils disent quoi? Ils disent que voilà, 60 ans auparavant, en 1965, Singapour était plus pauvre que Madagascar. Plus pauvre que Madagascar. Aujourd'hui, en 2025, Madagascar fait toujours partie du top 10 des pays les plus pauvres de la planète. Et regarde aujourd'hui Singapour. Regarde Singapour. La croissance du PIB y est très forte. Depuis son indépendance en 1965, environ 9% par an. Alors que cette cité-État était alors une nation pauvre du tiers-monde. Elle a dépassé la France. Elle a dépassé la France quant au PIB par habitant. Juste avant la fin du XXe siècle. Allô? Oh oh. Tu t'as bien écouté, t'as bien entendu comme moi. Singapour était l'un des pays les plus pauvres. C'était un pays pauvre. Et aujourd'hui, c'est hyper développé. C'est les 4 dragons. C'est pour ça, moi je le dis dans cette vidéo. J'espère vraiment que la vidéo va vous aider. D'accord? Parce que là, par exemple, un autre article, Singapour était en 65 gangréné par l'insécurité et la corruption dans une région dangereuse. Piraterie, trafic, crime organisé. Et oui, et qui a mis en place la sécurité à Singapour? Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew. C'est Lee Kuan Yew qui a mis la sécurité en place, qui a mis la peine de mort pour tous les trafiquants de drogue. C'était
C'était un territoire où il y avait beaucoup de trafic d'opium et ce genre de choses à Singapour. Et c'est lui qui a mis tout ça en place. C'est pour ça que certaines personnes se plaignent de Singapour. Oui, il y a des caméras de partout. Mais Singapour, il y a la sécurité. Ça a marché. Donc on revient entre la comparaison entre le Japon et la Corée du Sud. Donc il y a aussi autre point, les séismes. Donc comme tu peux le voir là sur l'image. Donc au Japon, il y a régulièrement des séismes. C'est pareil en Corée du Sud, sauf qu'au Japon, la magnitude est beaucoup plus importante. Donc c'est régulièrement plus de 6 au Japon, donc dans les plus gros séismes. Le plus gros, je crois que c'était 9. Au niveau de la magnitude, je ne suis pas sûr. Donc au Japon, évite la région nord. Tu vois, la côte, là, comme ça, Hokkaido et tout ça. Cette zone-là, évite-la. Et tu as aussi la fosse de Nankai, ici, là. Ben, je vais te faire montrer dans un autre schéma. Donc voilà, ça c'est l'autre schéma. Donc je te fais montrer ce schéma et après je te fais montrer la zone sur Google Maps. Donc ça c'est la fosse de Nankai au Japon. Donc là comme tu vois sur le schéma, ça c'est le Japon, ok. Et donc en fait tu as 3 plaques. La plaque continentale, la plaque philippine et la plaque des Pacifiques. Et ces 3 plaques, quand ça bouge, c'est ça qui fait les tremblements de terre et aussi également les tsunamis. Et c'est pour ça que le Japon est l'un des pays dans le monde qui est le plus touché par les tsunamis et par aussi les tremblements de terre. Et donc, comme tu as pu le voir dans le schéma, c'est avec des magnitudes assez élevées. Et donc, ce qu'il faut éviter, c'est la fosse de Nankai. Alors, je te fais montrer sur Google, ça correspond à peu près à quelle ville. Donc là, je te fais montrer sur Google, là, tu vois, tu as Tokyo, ok. Et donc, la fosse de Nankai, ça correspond à peu près à ça. Donc là, tu as Hamamatsu et ici, tu as Miyazaki. Donc là, j'ai zoomé, ok. Et ça correspond à peu près ici, de Shizuoka jusqu'à Miyazaki, ok. Et ce qu'il faut que tu évites, je dézoome, il faut que tu évites, c'est des villes comme ça, comme Hamamatsu, qui sont dans la fosse ou Kochi. Voilà, c'est ce genre de ville. C'est des villes un peu... voilà, certaines personnes disent que c'est à risque. Tu peux aller chercher sur Internet. Il y a un méga séisme qui va sans doute se préparer peut-être aux alentours des 2040, 2041, 2042. J'essaie de te trouver quelques articles que je vais te mettre quelques... Donc là, je t'ai trouvé un article de TF1 qui parle justement de ça, du méga séisme qui va se produire au Japon dans les 30 prochaines années. Donc, c'est... en fait, ce phénomène-là, c'est... Alors, le méga-séisme, c'est pas quelque chose de récurrent, mais les séismes, c'est quelque chose d'assez courant au Japon. Hein. C'est comme je t'ai fait montrer le schéma, tu sais, avec la fosse de Nankai. Tu as 3 plaques, la plaque continentale, la plaque des Philippines et la plaque du Pacifique. Et ces 3 plaques-là, bah, quand ça bouge, bah, forcément, il y a soit un tsunami et des tremblements de terre. Et en fait, le méga-séisme, c'est des séismes de magnitude supérieure à 8,5, d'accord ? Et ça, quand il y a un séisme comme ça, souvent, il y a des centaines, voire des milliers de morts, et il y a des dégâts matériels qui sont assez importants. Et tout le monde est au courant au Japon, en tout cas. Là, je t'ai mis l'article de TF1, comme tu peux le voir, mais tout le monde est au courant. C'est-à-dire que les plus hautes sphères, le gouvernement japonais, il est au courant de ça. C'est pas comment dire, ce que je suis en train de te dire, c'est pas un secret de polichinelle. C'est quelque chose que tout le monde est au courant, d'accord ? C'est pour ça que je te dis, si tu es intéressé par le Japon, évite la zone, tout ce qui est Hamamatsu, tout ça, de Shizuoka à Miyazaki, essaye d'éviter cette zone-là pour habiter. Mais si tu habites comme tout le monde à Tokyo, pas de souci, ce sera bien. Voilà. Donc ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que par rapport à la fosse de Nankai, voilà, c'est pas nouveau. En fait, c'est un phénomène qui se produit tous les entre 100 et 150 ans. Et par exemple, je t'ai trouvé d'autres choses historiques. Bon, j'aime bien le Japon, donc c'est pour ça que je t'ai mis ça. Comme ça, au moins, tu es au courant que si tu veux au Japon, c'est des choses qui peuvent potentiellement arriver. En tout cas, en particulier dans cette zone. C'est un méga séisme, donc il parle d'un séisme
de magnitude supérieure à 8 qui peut se produire dans les 15 à 20 ans. Donc voilà, ça va se produire sans doute en 2040, 2041, 2042, 2043, dans ces eaux-là. Donc là, par exemple, tu peux le voir dans l'article, il y a un séisme qui s'est passé dans cette zone, la fosse de Nankai, d'accord, avec les 3 plaques tectoniques que je t'ai fait montrer tout à l'heure. 7 décembre 44, 21 décembre 46, là, le 23 décembre 1854, 24 décembre 1854 aussi. Donc, à un jour près. Je te fais montrer d'autres articles pour te montrer que c'est vraiment tous les 100 ans. Parce que là, tu vois, ça fait 100 ans d'écart entre les deux. Je te refais montrer encore. Donc là, je te fais montrer un deuxième article. En fait, je vais pas te faire montrer tout l'historique, d'accord? Mais par exemple, tu en as un en 1707, d'accord? Magnitude 8.6. Pareil, fosse de Nankai. Et en fait, c'est quelque chose qui est récurrent et ça débute depuis longtemps. C'est pour ça que je t'ai mis bref, c'est un événement récurrent. Parce que en 684, il y en avait un de séisme, pareil, dans cette fosse de Nankai. D'accord? Dans la zone que je t'ai dit, entre Shizuoka et Miyazaki. Et donc, t'as régulièrement tsunami, tremblement de terre, et voilà, ces magnitudes supérieures à 8. Et donc ça rigole pas. Hein. Donc pour la Corée, au niveau des séismes, c'est cette zone-là, cette zone sud-est. Donc tu as des séismes magnitude 5. Bon, tu vois que c'est pas récent, 1963, 1981. Mais voilà, ça se passe ici, sur la droite. Je pense que c'est aux alentours de Busan, de tête. Ouais, Busan, near to Busan. Et Busan, c'est une ville importante en Corée, je crois. Je crois que c'est la deuxième plus grosse ville après Séoul. Donc tu risques de me poser la question pourquoi au niveau de la Corée du Sud, les séismes touchent la partie est, tu sais, vers Busan. Je t'ai fait montrer à l'instant. En fait, là, ici, tu as une plaque. Tu vois, tu as une plaque tectonique. En fait, ce qui est en rouge, hein, c'est les plaques tectoniques, hein, tu vois, pour ceux qui regardent la vidéo. Et en fait, ici, tu as une plaque tectonique. Et donc, quand ça touche, ça touche la partie est de la Corée du Sud. Voilà. Et après, pour t'expliquer par rapport au Japon, je te l'avais déjà expliqué tout à l'heure, hein, mais je te le redis, tu as 3 plaques celle-là, celle-ci et celle-là. Donc les 3, et quand ça bouge, voilà, c'est ça qui fait les tsunamis et les tremblements de terre au Japon. Et après, voilà, là c'est le chemin un peu... mais c'est des phénomènes qui sont pas communs. Enfin, pour le Japon, c'est assez fréquent, mais c'est pas si commun que ça. Des fois, dans certaines régions dans le monde, ça se passe une fois tous les 100 ans, tous les 150 ans. Donc nous, l'espérance de vie, c'est 80, 85 ans. Donc la plupart d'entre nous, on connaît pas ça, quoi. Mais voilà, c'est pour te faire montrer un peu le chemin des plaques. Donc voilà, tu as des zones comme ça dans le monde où c'est un peu plus fréquent. Donc le Japon, c'est un peu plus fréquent. Pour répondre à ta question, voilà, au cas où que tu me la poses cette question, c'est pour ça que je te fais en avance. C'est pour ça que l'est de la Corée du Sud, vers Busan, ça peut être touché. Sinon, si vous êtes vers Séoul, il n'y a aucun risque. Voilà. Et après, il y a une autre partie aussi, comme tu vois, là, tu as un croisement, tu as 1, 2, 3. Et ici, pareil, en Amérique du Sud, là, c'est en pleine mer, donc tout le monde s'en fiche. Mais ici, là, le Chili est particulièrement touché. Je vais te faire remontrer sur une autre carte. Donc, je te fais montrer encore le schéma que je t'ai dit par rapport au Chili. Bon, je sais que je sors du sujet par rapport à la base où je devais parler d'économie, où je devais te répondre sur la Corée du Sud et le Japon. Mais ça peut intéresser d'autres personnes par rapport à ça. Donc, je vais essayer de faire un petit truc là-dessus. Donc, juste pour te dire, pour ceux qui voyagent, je sais que dans cette chaîne, il y a aussi des baroudeurs, comme on dit. Des voyageurs qui vont dans des pays, dans des destinations pas forcément touristiques. Donc, cette zone-là du Chili, c'est une zone assez sismique, d'accord? Là, c'est marqué quoi? Zone, nanana, forte activité sismique, nanana. Un séisme de magnitude 8 tous les 10 ans.
et un tremblement de terre de magnitude 8.7. Donc 8.7, c'est méga-séisme. Méga-séisme, c'est à partir de 8.5. Donc toute cette zone, c'est à risque. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément un tremblement de terre quand vous allez partir, parce que c'est tous les 10 ans en moyenne. Mais quand il y a un tremblement de terre, quand il y a un séisme, c'est pas un petit séisme. Ça bouge beaucoup. Donc voilà. Moi, vous savez que je suis un amoureux de la Thaïlande. Donc allez, je vais parler rapidement de la Thaïlande et après je reviens vers le sujet de la Corée du Sud et du Japon. Hein, d'accord? Donc pour les amoureux de la Thaïlande comme moi, donc vous savez qu'il y a eu un tremblement de terre il n'y a pas très longtemps en Thaïlande. Ok? Il y a 16 failles actives en Thaïlande qui présentent des risques de tremblement de terre pour le futur. Ok? Donc je vais vous faire montrer ces failles-là. Donc les failles, c'est celles-ci, c'est les 16. Je vous ai mis les noms par ici. Voilà. Donc vous pouvez lire ou vous pouvez mettre stop à la vidéo. Je vais vous mettre un autre texte aussi également. Donc là, dans le texte suivant, vous avez la précision, voilà, des failles. Vous pouvez lire tranquillement, vous mettez une pause à la vidéo. Donc pour vous résumer la situation, ceux qui n'ont pas lu, qui n'ont pas fait peut-être la recherche, parce que bon, c'était un peu long, en fait, il y a des scientifiques à Chulalongkorn qui font des études justement sur les risques sismiques. Et en fait, pour vous simplifier, la partie que vous voyez en rose sur l'ouest, donc qui est à la frontière du Myanmar, d'accord, c'est la zone la plus à risque au niveau sismique en Thaïlande, d'accord. Donc vous avez des niveaux de degrés au niveau sismique. Tout ce qui est en vert, c'est-à-dire que c'est là où c'est la bonne zone, c'est-à-dire la zone où il n'y a aucun risque. Et la zone en rose, c'est la zone la plus à risque. Par exemple, la zone que vous voyez en orange, vous avez Surat Thani, vous avez Phuket. C'est une zone à risque. Par exemple, au niveau sismique, il y a notamment une plaque tectonique qui traverse la mer Andaman. Et c'est d'ailleurs ce qui a provoqué le tsunami en 2004. D'accord? Il faudrait que je reprends le truc pour le tsunami. Je vais vous reprendre la carte. Je vais vous reprendre la carte, je vais vous expliquer mieux. Donc là, j'ai repris la carte avec les plaques tectoniques pour essayer de vous expliquer peut-être avec un peu plus de précision, même si bon, c'est assez flou sur cette carte. Bref, ici, il y a 2 plaques tectoniques que vous voyez sur la mer Andaman. D'accord? Une des villes qui a été le plus touchée lors du tsunami en 2004, c'est la ville de Banda Aceh en Indonésie. Ok? Ici, il y a une plaque, 2 plaques. Il suffit que ça décolle, il suffit que ça bouge et que ça fasse tout de suite des va-et-vient. Donc, il n'y a pas de risque de tremblement de terre, par exemple à Phuket, mais il y a des risques de tsunami. Et si ça bouge, eh ben ça part. Et donc là, ce qu'il y a en Thaïlande, la zone que vous avez vue en rose, c'est cette zone-là, c'est cette plaque. Vous voyez cette plaque? Eh ben ça traverse le Myanmar et une partie de la Thaïlande. Et c'est pour ça que c'est à risque. Et il y a des scientifiques de Chulalongkorn, mais j'imagine aussi également de d'autres universités thaïlandaises qui étudient le sujet, mieux que vous et moi, en tout cas, qui sont spécialistes dans le domaine. Et moi, j'ai voulu vous mettre ça parce que bon, bah, vous savez que bon, je suis familier avec l'université de Chulalongkorn. On va retourner quand même au sujet principal, la Corée du Sud et le Japon. Je me suis vraiment éparpillé, hein. La passion de la Thaïlande m'a fait un peu... ça m'a fait un petit peu éparpillé sur le sujet principal qui était entre la Corée du Sud et le Japon. Donc on revient là-dessus. Donc clairement, on parlait des risques sismiques entre les 2 pays. Il y en a clairement, les risques sismiques sont beaucoup plus importants au Japon qu'en Corée. D'accord? Si tu es en Corée, évite cette zone. Powang, Busan, ok? Ulsan aussi, tout ça. Voilà, la zone Est, comme je t'ai fait montrer tout à l'heure. Pour le Japon, voilà, je pense que c'est assez évident entre Miyazaki et Hamamatsu. Il y a la faille de Nankai que je t'ai parlé, que je t'ai fait montrer, d'accord? Et puis après, au-dessus, tu vois, Tokyo, ça risque rien, mais ici, là, au nord, là, ça, là, Sendai et tout ça, c'est des zones à risque, ok?
Je te le dis, hein, c'est une zone à risque au niveau sismique, tremblement de terre. Ok, voilà. Le sujet de la vidéo, c'est de parler d'économie, c'est pas de parler de séisme. Donc allez, on revient au sujet principal. Euh, donc, par rapport à la Corée du Sud et le Japon, en fait, ce qui peut se passer, c'est un peu comme ce qui s'est passé avec la Chine et le Japon. Comme tu vois, par exemple, dans le graphique, il y a plein de personnes dans les années 80, dans les années 90, quand ils disaient que la Chine allait dépasser le Japon économiquement, les gens rigolaient. Et, euh, et là, on voit que vraiment, il y a eu un inversement des positions à partir de 2010. La Chine est officiellement, en 2010, devenue la première puissance économique en Asie. Et aujourd'hui, en 2023, enfin 2025, on est en 2025 aujourd'hui, mais la dernière data, c'est 2023 dans le graphique, la Chine est directement en concurrence avec les États-Unis, d'où la guerre commerciale. Et vu la croissance de la Corée du Sud, la Corée du Sud qui fait partie des 4 dragons, avec notamment Hong Kong, Singapour et Taïwan, eh ben c'est fort possible que la Corée du Sud rattrape le Japon dans une vingtaine ou une trentaine d'années. Donc il y a une personne qui m'a posé la question par rapport au business physique en Asie du Sud-Est. Euh, Moi, j'ai tendance à conseiller plutôt ces 6 pays, le Final Six, donc l'Indonésie, la Thaïlande, Singapour, les Philippines, la Malaisie, le Vietnam. Pourquoi je conseille ces 6 pays en particulier? Pourquoi? Parce que dans ces 6 pays, il y a euh, une classe moyenne émergente. Donc je reprends le graphique tout à l'heure, sauf que j'ai rajouté les faucons, comme vous voyez, hein, avec Bahreïn, Qatar, Émirats, Arabes Unis et Arabie Saoudite. J'ai rajouté les faucons en plus par rapport à ce qu'on avait vu tout à l'heure. Et on va parler maintenant de l'Océanie. Donc ceux qui sont intéressés par l'Océanie, je vous fais montrer le GDP, donc le Gross Domestic Product. Donc les 10 plus grosses économies qu'on voit, c'est l'Australie, Nouvelle-Zélande, Papou, nanana, etc. jusqu'à Palau. Bon, en réalité, il y a vraiment un FC Barcelone et Real Madrid en Océanie. Si vous êtes intéressé par l'Océanie, le continent de l'Océanie, c'est l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc on va analyser les 2 pays en particulier. Et je suis désolé, hein, on ne va pas analyser le reste, d'accord? Parce que ça reste en dessous, ok? Là, à gauche, vous avez les revenus et la richesse sur la droite. Donc, par rapport aux revenus, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Donc, aux revenus, les plus hauts revenus en Australie, dans quel état sont situés les plus hauts revenus? Donc, les plus hauts revenus sont situés au New South Wales, je crois, il me semble. Non, même pas. C'est ici. C'est ici qu'il y a les plus hauts revenus. À ma plus grande surprise, j'aurais pensé que ça aurait été Sydney, secteur des terres plutôt tertiaires. Mais c'est ici, dans le Western Australia, avec comme plus grosse ville Perth. À mon avis, il y a des gros revenus par rapport à l'industrie minière. Pour ceux qui vont surtout en Australie en Working Holidays Visa, les mines principalement sont situées dans cette région-là du Western Australia. Donc l'industrie minière est une industrie qui rapporte beaucoup d'argent pour le gouvernement australien et aussi pour les travailleurs qui travaillent en vacances, Working Holidays Visa. Donc c'est là où sont les plus hauts revenus en Australie, dans le Western Australia. Et par la suite, vous avez les New South Wales, avec notamment l'état de Sydney. Et en troisième, vous avez l'état du Victoria. Par rapport aux fortunes, pareil, on trouve en premier Western Australia. Ensuite, en deuxième, le New South Wales, donc l'état de Sydney, hein, on peut dire ça. Je me demande, attendez, je sais pas, ici c'est pas l'état du Canberra et là c'est Sydney. En tout cas, voilà, cette grosse région New South Wales, ça rapporte du fric. Et puis ensuite, en troisième, c'est Victoria. Donc voilà, il y a un trio. Si vous êtes intéressé par l'Australie, il y a un trio australien, New South Wales, Victoria et Western Australia. C'est les 3 régions où vous allez gagner le plus d'argent. Voilà. Donc, étant donné que c'est les 3 régions que vous allez gagner le plus d'argent, je vous ai fait montrer encore une autre carte où se situe la fortune
en Australie, et en particulier c'est à Sydney, dans l'agglomération de Sydney, l'agglomération de Melbourne que vous voyez ici, et l'agglomération de Perth. Donc là, maintenant, on analyse la Nouvelle-Zélande. Donc c'est un pays dans lequel j'ai vécu. Je vais vous parler de la Nouvelle-Zélande. J'ai été partout. Absolument, dans tous les états que vous voyez là. Otago, Canterbury, c'est l'état de Christchurch. Otago, c'est l'état où il y a Dunedin. Vous avez Nelson avec Abel Tasman, qui est un parc magnifique. Wellington, l'état de Auckland. Voilà. Donc j'ai été absolument partout dans tous ces états. Je me rappelle des villes à l'intérieur, Rotorua, etc., etc. Alors pour la Nouvelle-Zélande, si vous êtes intéressé par la Nouvelle-Zélande, là où il y a de l'argent, c'est Auckland. D'accord ? Donc, je vous fais rapidement une petite traduction. Grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est Auckland génère 38% des richesses du pays. D'accord ? La population à Auckland représente 33%, donc un tiers de la population est basée ici, donc dans l'aire métropolitaine de Auckland. Et cette population de l'aire métropolitaine de Auckland produit 38% de la richesse nationale de toute la Nouvelle-Zélande. C'est énorme. C'est pratiquement la moitié de l'économie. Et si on prend Auckland, pas juste l'aire métropolitaine comme vous pouvez voir sur la deuxième carte, ici c'est juste l'aire métropolitaine, mais là c'est cet état-là, c'est pas vraiment l'état de Auckland, ça fait partie plus ou moins du grand Auckland, mais c'est l'état du Waikato, et l'état du Waikato, et vous avez comme grosse ville Hamilton. Et si on prend vraiment tout cet état-là, on peut dire que tout cet état-là de Auckland dans la première carte produit plus de la moitié de la richesse économique du pays. C'est énorme. D'accord ? Donc la richesse économique du pays est concentrée sur le nord et elle est concentrée dans le gros Auckland, si on peut dire, avec notamment l'état du Waikato avec Hamilton, et vous avez le nord avec Whangarei par exemple. Donc si vous êtes intéressé par la Nouvelle-Zélande, je vous invite à tout simplement être dans la deuxième carte, être ici là, dans l'aire métropolitaine de Auckland, parce que c'est ici où il y a le plus d'argent. Et il y a une énorme différence, par exemple ici là, l'état nord, au nord de Auckland, vous avez l'état de Whangarei, et ici il y a pas mal de pauvreté. Donc c'est pour ça que je vous invite pas à habiter là-bas, mais à habiter plutôt dans l'aire métropolitaine de Auckland, parce que c'est la région la plus dynamique sur le plan économique, d'accord ? Et ensuite, là vous voyez que c'est la seule région où ils ont un GDP, d'accord, qui est entre 50 et 100. C'est vraiment l'aire métropolitaine d'Auckland. Il y a une énorme différence entre l'aire métropolitaine d'Auckland et le reste de la Nouvelle-Zélande. Le reste de la Nouvelle-Zélande, les gens gagnent pas aussi bien leur vie. Et donc, en France, nous, on a une diagonale du vide. En Nouvelle-Zélande aussi, ils ont une espèce de diagonale du vide. C'est la diagonale du vide, c'est ici. D'accord ? Voilà, c'est la partie ouest de la Nouvelle-Zélande où il y a vraiment peu d'habitations et peu d'activités économiques. Et donc ça, c'est la diagonale du vide de la Nouvelle-Zélande. D'accord ? Et ici, c'est la diagonale où ça se débrouille, d'accord ? Et là, c'est vraiment ici le cœur économique de la Nouvelle-Zélande pour tous ceux qui sont intéressés par la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, au niveau du GDP, Gross Domestic Product, ils sont 46e en 2023. Donc, ils ne sont pas du tout dans les premiers plans. Donc, si vous êtes intéressé par l'Océanie, si vous êtes vraiment intéressé par la Nouvelle-Zélande, allez plutôt du côté de Auckland. Voilà. Allez, on va faire un résumé maintenant pour ceux qui sont intéressés par l'Océanie, le top 5 des villes où il faut s'installer. Donc, top 5 des villes en Océanie les plus riches. Si vous êtes intéressé, d'accord, la source, voilà, c'est 2025, donc c'est d'actualité. Donc, si vous êtes intéressé par l'Océanie, la ville où vous aurez le plus de chances de faire de l'argent, ce sera Sydney. Deuxième, Auckland. Troisième, Melbourne. Quatrième, Perth. Et 5, Wellington. D'accord ? Je tiens à dire, parce que tout à l'heure on a vu les États, vous allez me poser la question, mais oui, mais tout à l'heure on a vu que tu nous as fait montrer que l'État du Western Australia, avec notamment comme capitale Perth, c'est l'État qui gagne le plus d'argent en Australie. Comment ça se fait que tu nous conseilles Sydney ? Parce qu'il y a une énorme différence entre les États, d'accord ? L'État, la région, et la ville pure. Dans la ville pure, d'accord ? Si vous êtes citadin, la ville pure qui génère le plus de flux économiques en Australie, et même dans la région Océanie, c'est Sydney, d'accord ? Dans l'état pur, l'état tout compris, c'est le Western Australia, parce qu'ils ont une grosse industrie minière, d'accord ? Donc, la ville pure en Nouvelle-Zélande, qui génère le plus de fric, et je pense que c'est même aussi également la région qui génère le plus de fric, c'est
Auckland et la région métropolitaine de Auckland si vous êtes intéressé par la Nouvelle-Zélande. Grosso modo, vous êtes intéressé par l'Australie, Sydney. Si vous êtes intéressé par la Nouvelle-Zélande, Auckland. Si c'est une région qui vous intéresse en particulier pour faire du fric, dans le cadre par exemple d'un Working Holidays Visa, ça peut être peut-être une bonne idée d'aller voir, le Western Australia dans le cadre d'un Working Holidays Visa pour faire du fric, notamment dans l'industrie minière. D'accord ? C'est des boulots qui sont dans des conditions physiques difficiles, mais ça rapporte pas mal d'argent. J'ai eu certains échos de personnes en Working Holiday Visa. Donc, on va analyser maintenant tout ça. Donc, imaginons que voilà, vous êtes salarié, parce qu'au début, quand on débute notre vie, on n'a pas forcément de l'argent pour monter tout de suite une entreprise. Donc, si vous êtes salarié, voilà, c'est le top 10 des pays où il fait bon, entre guillemets, d'être salarié, où on gagne le mieux sa vie en tant que salarié, avant de monter sa boîte. Donc, comme je vous ai dit, on parlait de l'Océanie, concentrez-vous sur l'Australie, plutôt que la Nouvelle-Zélande, parce que l'Australie fait partie du top 10, et pas du tout la Nouvelle-Zélande. On a vu que la Nouvelle-Zélande était 43e. Okay, donc, on voit que dans les premières places, on a des nations européennes comme le Luxembourg et la Suisse. Et bien justement, ça va me permettre de faire une transition. On va parler de l'Europe. Et vous allez vite comprendre, voilà, c'est les pays qui génèrent le plus d'argent en Europe, les plus riches, et pourquoi le Luxembourg et la Suisse sont dans les premières places. Donc, si vous êtes intéressé par l'Europe, donc voici la carte de l'Europe. Alors, ce que vous voyez en rouge, c'est la mégalopole européenne. Donc là, c'est noté, la forte concentration urbaine et industrielle. Mais c'est aussi, voilà, le fameux axe où il y a le plus grand flux économique en Europe. C'est là où il y a le plus d'argent. Il y a une deuxième carte qui vous fait montrer peut-être avec un peu plus de précision les grosses villes économiques. Milan est la capitale économique de l'Italie. Là, c'est peut-être pas noté ici. Là aussi, c'est pas noté. En Suisse, c'est Zurich, la capitale économique. Francfort comme capitale économique en Allemagne, mais vous avez aussi Munich. Donc voilà, vous avez plus ou moins 2 capitales économiques en Allemagne. C'est pour ça que l'Allemagne est devant et c'est la première puissance économique en Europe aujourd'hui. Je vous ferai montrer par la suite. Et vous avez Londres qui est la capitale économique du Royaume-Uni, de l'Angleterre, mais voilà. Et aussi, pendant très longtemps, ça a été la capitale économique en Europe. D'accord ? Donc, si vous êtes entre Londres et Milan, vous êtes bien placé et vous allez générer des flux financiers importants. Par exemple, en France, on reprend sur la première carte, en France, vous avez la ville de Strasbourg, où justement, où vous avez le Parlement européen, vous avez aussi l'École nationale d'administration, donc c'est là où viennent les énarques. Et donc, Strasbourg est situé dans la mégalopole européenne, donc dans cette fameuse région où il y a des flux, ce couloir économique européen, où il y a des flux financiers importants, ce qui n'est pas le cas du reste de la France, par exemple, d'accord ? Donc, peut-être que pour certains, l'Alsace, c'est pas beau, ça fait pas rêver, c'est peut-être pas la Côte d'Azur, mais en Alsace, il y a du fric et il y a de l'argent, d'accord ? Donc, ceux qui sont intéressés pour pour travailler en Europe et faire de l'argent, eh ben, ça vaut le coup d'être plutôt vers ici, voilà. Donc, maintenant, pour ceux qui sont français comme moi, on va parler un peu de la France. Donc, en France, il y a une grosse disparité et une grosse différence entre les territoires, et notamment entre l'Est et l'Ouest. Donc, la région Est que vous voyez ici, donc bon, c'est pas vraiment Est, ici on est dans l'Ouest de la France, d'accord, c'est côté Normandie, mais cette zone-là que vous voyez en jaune est beaucoup plus développée que l'ouest de la France, de manière générale, que cette partie ouest de la France. La zone verte, c'est les zones qui sont à l'extérieur de la mondialisation et qui sont beaucoup moins développées et un peu isolées, d'accord ? Par exemple, Nantes n'est pas vraiment isolée, mais des villes peut-être comme Brest est assez isolée de la mondialisation. Ici, vous avez le début de la diagonale du vide. Je vais en parler juste après, d'accord ? Et donc, les villes comme par exemple Paris, Lyon, Marseille sont des flux économiques importants en France, et je crois que c'est les trois villes les plus riches en France. Et par exemple, là vous avez la ville de Lille, d'accord ? Ici Lille qui est bien placée, qui est dans la dorsale européenne, la mégalopole européenne, ça dépend comment vous l'appelez, mais qui est dans cette fameuse région économique
au niveau européen. Et donc, il y a de l'argent, en tout cas là-bas. Voilà. Donc ça, c'est important. Et on parle tout de suite maintenant, si vous êtes intéressé, par la diagonale du vide. Donc en France, ceux qui sont intéressés, il y a une région où il faut éviter d'aller si vous êtes un jeune actif, c'est la diagonale du vide. Alors c'est quoi la diagonale du vide? Donc tout à l'heure, on a vu dans le schéma qu'on avait coupé ici à Paris et on avait pris vraiment la partie à partir de là. Donc là, cette carte a été envoyée par un collègue allemand. Il se moque de moi parce que la France, on est derrière la France. Enfin, la France, on est derrière l'Allemagne. Donc voilà, il a marqué en allemand Frankreich. Bref, ce que je veux dire, c'est que on est derrière, bien évidemment, les Français, on est derrière l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui domine l'Europe aujourd'hui en 2025. Il n'y a pas photo. Et ici, en fait, je vous ai fait montrer la diagonale du vide avec un petit peu plus de précision des villes comme ça qui font partie de la diagonale du vide, comme Bourges, comme par exemple les alentours de Limoges, les alentours de Clermont-Ferrand. Donc là, voilà, toutes ces villes-là, c'est la diagonale du vide. C'est pas purement... Là, on a pris la grosse zone comme ça, mais en réalité, c'est pas Toulouse qui est dans la diagonale du vide. Vous aurez des emplois à Toulouse, bien évidemment, mais c'est les alentours de Toulouse où là, vraiment, vous êtes dans la diagonale du vide, quoi. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'emplois. Vers Pau, il y a très peu d'emplois. C'est très peu dynamique. Il y a beaucoup plus de dynamisme ailleurs que du côté de cette diagonale du vide. D'accord? Donc, je vais répondre tout à l'heure. J'avais parlé du Luxembourg et de la Suisse. Comme quoi, c'est les deux pays où les revenus sont les plus élevés pour ceux qui ont envie de travailler, donc pour les actifs. Et pourquoi c'est c'est les deux pays avec les revenus les plus élevés. Donc en fait, il faut savoir, en Europe, dans l'Union européenne, on va parler juste de l'Union européenne, et par la suite, après, je réponds encore à d'autres questions. Donc l'Union européenne est composée principalement, on voit que principal contributeur de l'Union européenne, vous avez l'Allemagne en numéro 1, numéro 2 la France, et numéro 3 l'Italie. Et en fait, ces trois pays-là, c'est le Big Three. L'Allemagne participe à hauteur de 24%, 16,3% pour la France et 12,2% pour l'Italie. Donc, les pays qui sont situés entre l'Allemagne et la France, ou entre l'Allemagne et l'Italie, ou entre la France et l'Italie, vont bénéficier d'une position géostratégique économique. Et donc là, on va regarder juste la Suisse. La Suisse, elle est située où? Donc on voit qu'elle est située dans la mégalopole, d'accord? La mégalopole européenne, entre Milan et Londres, donc la région qui fait le plus d'argent et le plus de fric en Europe. Et ensuite, on voit que la Suisse est située où? Entre la France, entre l'Allemagne et entre l'Italie. Et là, vous regardez le PIB de l'Union européenne, entre l'Allemagne, la France et l'Italie. Vous avez qui? La Suisse. Et c'est pas pour rien qu'en Suisse, ça fait de l'argent. Vous commencez à comprendre? Tout à l'heure, on a vu le Luxembourg. Le Luxembourg, il est là. Le Luxembourg est situé où? Le Luxembourg est situé entre l'Allemagne et la France. D'accord? Donc, il y a de l'argent. Et il est situé en plein cœur de la mégalopole européenne. Donc, voilà, ça c'était pour expliquer pour le Luxembourg et la Suisse pourquoi voilà, ces pays-là s'en sortent bien. C'est des petits pays, mais ils s'en sortent très très bien au niveau économique parce qu'ils sont bien situés en Europe. Ça n'aurait pas été le cas si ces pays-là étaient situés ici, voilà, loin de la dorsale européenne, d'accord? Ils sont bien situés, c'est le positionnement géostratégique économique, d'accord? Il y a une personne qui m'a posé des questions sur l'Espagne. L'Espagne, c'est le quatrième pays dans l'Union européenne qui génère le plus d'argent. Donc je vais répondre, je vais faire un chapitre espagnol pour lui, et ceux qui sont intéressés par l'Espagne, ça va être assez rapide, hein, d'accord? Donc pour ceux qui sont intéressés par l'Espagne, comme monsieur, donc je vais répondre. En fait, vous avez une dorsale européenne à l'ancienne, qui était une dorsale européenne, enfin une mégalopole européenne à l'ancienne, qui était une mégalopole européenne assez large, où on prenait justement, il y avait Milan, Turin, il y avait la Côte d'Azur notamment, donc tout ce qui est là, ici, vous avez Lyon, là vous avez Marseille, et vous avez notamment Barcelone. Et Barcelone, autrefois, c'était la capitale économique de l'Espagne.
C'était la région qui générait le plus d'argent. D'accord? Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est Madrid. Vous allez me poser la question, pourquoi Madrid est la région en Espagne qui génère plus d'argent que la Catalogne, en particulier Catalogne, capitale Barcelone, en Catalogne, d'accord? Donc là, on voit que 2023, les régions qui génèrent le plus d'argent en Espagne, c'est un peu le FC Barcelone et Real Madrid, et pour le coup, on tombe bien dedans parce que vous avez la région de Madrid et vous avez la Catalogne avec Barcelone. Donc c'est les deux régions qui génèrent le plus d'argent en Espagne et de loin, d'accord? Donc on voit des clés d'indicateurs pour 2023. On voit le nombre d'habitants, l'aire agglomération. Mais on va s'intéresser à ça, au GDP per capita, donc Gross Product, Domestic Product. Donc on voit que à Madrid, ils gagnent plus d'argent qu'à Barcelone, d'accord? Par contre, on voit quoi? Le nombre de startups, d'accord, donc d'entreprises, est supérieur à Barcelone plutôt qu'à Madrid. Il y en a 2 fois plus à Barcelone qu'à Madrid. Et c'est pareil par rapport aux jobs dans la tech, donc dans l'IT. Il y a plus de travail à Barcelone qu'à Madrid, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose, c'est des données qu'il faut quand même prendre en compte et qui veut dire que si vous êtes intéressé par l'Espagne, les gens préfèrent vivre à Barcelone qu'à Madrid parce que Barcelone, vous avez la plage et c'est plutôt agréable. Et pendant très longtemps, Barcelone a été considérée comme la capitale économique de l'Europe du Sud. Qu'est-ce qui différencie Madrid, et la région métropolitaine de Madrid et la Catalogne? C'est que la région métropolitaine de Madrid a un secteur tertiaire, donc le secteur économique est tourné vers le tertiaire, alors que le secteur économique de la Catalogne est tourné vers l'industriel. Et autrefois, on était dans un secteur industriel, mais aujourd'hui, on est dans un secteur des services. Et le secteur des services est favorable au secteur tertiaire, donc c'est la raison pour laquelle Madrid est devant Barcelone. Et Madrid, aujourd'hui, au niveau économique, c'est la région la plus dynamique en Espagne. Voilà, pour répondre un petit peu sur le chapitre espagnol, on va maintenant passer à autre chose. Allez, parlons maintenant du Royaume-Uni pour ceux qui sont intéressés par les UK. Alors, dans le Royaume-Uni, premier schéma de gauche, donc la région la plus riche, c'est le Greater London and City. Donc vous voyez ici, en moyenne, on a plus de 56 000 pounds 56 000 pounds 431. Donc c'est les revenus les plus élevés dans le GDP, donc Gross Domestic Product. Et la région la moins développée, enfin la moins riche économiquement, c'est le North East England, c'est ici, donc cette région-là nord. Et cette région-là nord, c'est notamment des villes comme Newcastle, Sunderland ou Middlesbrough. Et la région la plus riche, là je vous fais montrer un deuxième schéma avec plus de précision dans les revenus qui vous définit les subdivisions. Donc la région la plus riche, c'est non seulement le Greater London City, mais c'est l'ouest londonien. Londres, ça ressemble beaucoup à Paris. L'ouest est riche, l'est est moins développé économiquement. Et donc l'ouest londonien est très riche. Donc le Royal Borough of Cassington and Chelsea, avec notamment Chelsea, Cassington et Notting Hill, c'est notamment là où il y a les flux financiers les plus importants, où il y a en moyenne les gens gagnent plus de 100 000 dollars. Les habitants qui résident là-bas gagnent plus de 100 000 dollars. Donc c'est ce que vous voyez en bleu foncé sur la carte. C'est tout petit, donc peut-être que vous ne le voyez pas. Mais voilà, ils gagnent plus de 100 000. Et c'est là la partie du Royaume-Uni la plus riche, si ça vous intéresse. Donc quand on parle de Royaume-Uni, on parle de Brexit. Alors comme vous le savez, je pense que vous le savez, vous avez été mis au courant depuis maintenant de nombreuses années. Il y a le Brexit au Royaume-Uni, donc autrefois pour nous les Français ou peut-être pour vous les Belges ou les Suisses, c'était facile de partir au Royaume-Uni. Aujourd'hui il faut un visa pour rester longtemps, c'est devenu chiant, voilà, honnêtement. Est-ce que le Brexit est une bonne chose pour les Anglais? Peut-être que oui, peut-être que non, on ne le sait pas. Quelques articles sur le Brexit,
récent, puisqu'on est en 2025, d'accord. L'économie britannique a été affectée et le pays s'est un peu isolé sur la scène internationale. Nanana, tous se sont fait à cette nouvelle norme à contre-cœur. Et oui, c'est à contre-cœur. Moi, j'ai été au Royaume-Uni, pour ceux qui ne savent pas, j'ai travaillé là-bas. C'était justement là-bas en 2018 où j'ai travaillé. Et justement, j'avais vu à l'époque les manifestations par rapport au Brexit et j'étais contre. Je ne voulais pas que les Britanniques fassent le Brexit. Et ben voilà, regardez là, après le Brexit, les Britanniques confrontés au regret. Donc en fait, ils regrettent. Le pays s'appauvrit après le vote pour la sortie de l'Union européenne. Donc voilà. Donc en fait, oui, le pays s'est appauvri. Je vais vous expliquer pourquoi le pays s'est appauvri au Royaume-Uni. C'est parce qu'en fait, par exemple, dans la construction, dans le bâtiment, le Royaume-Uni, c'est comme la France. La France faisait appel, c'est qui construit les bâtiments principalement en France? C'est les maçons portugais et les personnes du BTP en Pologne. Ils viennent en France, ils préfèrent gagner 1700 € en France que gagner 700, 800 € en Pologne. Et donc, en fait, c'est gagnant pour tout le monde. C'est gagnant pour les patrons français, les entrepreneurs patrons français, et c'est gagnant pour les travailleurs salariés polonais. Et donc, au Royaume-Uni, il y avait une grosse main-d'œuvre, par exemple polonaise, dans le bâtiment, main-d'œuvre qualifiée, expérimentée et moins chère. Donc, aujourd'hui, suite au Brexit, on les a dit, les habitants du Royaume-Uni ont dit aux Européens, tout le monde dehors. D'accord? Les Européens maintenant dehors. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette main-d'œuvre pas chère a été remplacée par une main-d'œuvre soit anglaise, soit une main-d'œuvre hors Union européenne. Et cette main-d'œuvre-là est moins qualifiée, d'accord, au niveau connaissance. Et aussi, elle est souvent plus chère. Et donc, ça fait augmentation des prix. Donc, en fait, ils sont perdants. Et donc, c'est un exemple avec le milieu du BTP, mais je peux vous donner d'autres exemples, mais c'est pas le but. Ce que je veux vous dire, c'est que voilà, le Brexit, peut-être que ça a été une bonne chose pour les Britanniques dans certains points, mais dans d'autres points, ça a été une très très mauvaise chose. D'accord? Petite vidéo, comme ça va me permettre de faire une petite pause, parce que j'enchaîne quand même, une petite pause dans cette vidéo. J'ai quelques archives du Brexit de l'époque, je vais vous faire montrer ça. À l'époque où j'étais à Londres, en 2018. Où le Big Ben était en construction. Je vais vous faire montrer ça en vidéo. Sorry, no way. Oh, wow. Sweet summer sweet, something else I remember. Sometimes for practice. Nostalgie. Après cette vidéo du Royaume-Uni en 2018, c'était à cette époque-là justement, c'était à une époque, ces années-là, 2017-2018, c'était une époque où j'étais assez patriote, assez français patriote, avec les cercles intellectuels que je fréquentais de l'époque. On se demandait, mais pourquoi la France n'est pas au niveau de l'Allemagne?
Juste pour vous faire montrer un schéma à l'ancienne, l'Allemagne, c'est pour ça on va vous parler, là je vais vous parler de la France et de l'Allemagne. Et à cette époque-là, on disait que la France a des qualités incroyables, c'est le pays le plus touristique du monde, mais les Français ne visitent pas la France. Quel dommage. Je suis un des rares Français à avoir visité tous les départements français, sauf Saint-Pierre-Miquelon, je tiens à le rappeler. Et on se disait qu'en France, on a une qualité quand même. Quand la France veut, la France peut. Aujourd'hui, je suis plus du tout patriote. Aujourd'hui, je suis réaliste. Donc, on va comparer l'Allemagne et la France. Regardez bien. En 1982, l'Allemagne, 3e puissance économique mondiale. Aujourd'hui, 2025, toujours en 3e position. L'Allemagne est toujours 3e. D'accord ? Le Japon a régressé et est passé de 2e à 4e. D'accord ? Donc, en 2025, ils sont 4e. Récession au Japon aujourd'hui et baisse de la natalité. Pour ceux qui sont intéressés par le Japon. Mais le Japon est toujours aussi... c'est quand même un bon pays pour vivre. Pour moi, c'est la meilleure cuisine au monde. Mais on disait, pour revenir sur entre la France et l'Allemagne, on disait, mais en France, bien sûr que la France ne sera pas au niveau des États-Unis, mais la France a un pouvoir. Moi qui a fait le tour du monde, j'ai vu que quand je disais que j'étais français, peu importe en Amérique latine, même en Afrique ou même en Asie, les gens ils étaient waouh, tu viens de la France, ouais, la France, Paris. La France a un soft power. Le seul pays qui a un soft power plus grand que la France, c'est les États-Unis avec Hollywood. Donc la France a un soft power. Quand tu parles de la France, les gens s'imaginent un homme avec un béret, une marinière, une moustache, du vin rouge et du fromage. Donc on est connu pour le fromage, on est connu pour peut-être pour tout ce qui est mode, le luxe, l'industrie du luxe. Donc la France a un vrai soft power qui est important. Donc, et on se posait la question, mais pourquoi la France n'est pas plus haut ? La France est plus haut, est plus touristique que l'Allemagne. La France, au niveau de l'industrie aéronautique et aérospatiale, est bien positionnée. Là, ils disent dans l'article qu'ils sont au premier rang. Donc, dans l'Union européenne, au premier rang de l'industrie aéronautique et aérospatiale. Donc, on se disait, mais pourquoi l'Allemagne est plus fort que la France ? Je vais vous expliquer attentivement dans cette vidéo. Et on se disait, moi qui suis passionné d'aviation, je me disais, les meilleurs avions, ils sont construits par la France. Le Rafale, il est français. Il vient de Serge Dassault, et voilà, c'est l'entreprise de Serge Dassault, et donc Dassault Aviation, et c'est français. Donc on se disait, mais on a un potentiel incroyable, mais comment ça se fait qu'on est à la traîne, quoi ? Donc je vais juste parler un petit peu d'aviation, parce que j'aime beaucoup l'aviation. C'est mon petit péché mignon, hein, ok ? Donc, pour parler rapidement d'aviation, on se disait à l'époque, les meilleurs avions, c'est en France, quoi. Le meilleur avion de chasse, il est français. Et on se disait, on a vraiment une qualité incroyable, quoi. Et par exemple, ici, dans cet article, dans l'Union européenne, premier rang, c'était l'article de tout à l'heure, on comparait, par exemple, on va comparer Boeing et Airbus. Et Boeing, c'est américain, donc première puissance économique au monde, c'est les États-Unis. Et pourtant, Boeing, certains modèles de Boeing, c'est un gruyère, quoi. Au niveau il y a énormément d'accidents. Regardez, juste la différence entre Boeing et Airbus, 20 accidents chez Boeing contre seulement 3 dans les plus ou moins 10 dernières années, quoi. Donc voilà. Donc sur les accidents, comme vous pouvez voir, là c'est Boeing, c'est les accidents de Boeing. Donc j'ai pas pris les 20 dernières années, j'ai juste pris les 5 dernières années. C'est pour vous dire, c'est récent, hein. C'est pas quelque chose qui date il y a 30 ans, c'est quelque chose de maintenant. D'accord ? On est en 2025, décembre 2024, donc tout récent. Et on s'aperçoit, Boeing 737. Ensuite, encore 2024, Boeing 737. Donc, modèle défectueux, hein, Boeing 737, Boeing 737, Boeing 727. Donc voilà, on a en 2024, hein, le nombre d'accidents. Vous rendez compte ? Donc, et à chaque fois, là, Boeing 757. Donc, on voit vraiment le 737, il revient souvent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà.
sur les 12, il y en a 10 qui viennent du Boeing 737 sur les 5 dernières années. Donc c'est un modèle défectueux et c'est du gruyère. Et voilà, et c'est américain. C'est Boeing, c'est américain, c'est pas français. Hein. Donc pour vous dire que la France veut être au top, ils peuvent être au top. Donc juste un petit point, allez, on revient entre la France et l'Allemagne. Donc là, comme on l'avait vu ce graphique tout à l'heure, donc on voit que l'Allemagne est le pays qui contribue le plus dans l'Union européenne, d'accord, à hauteur de 24%. Donc là, je vous fais une rapide traduction, ensemble, la Chine et les États-Unis. L'Allemagne est le 3e pays d'exportation, d'accord, avec les plus larges exportations. En 2022, les valeurs des marchandises exportées représente 1576 milliards. Donc c'est énorme, d'accord. C'est le leader européen. Si vous êtes intéressé par l'Europe et que vous voulez vivre en Europe, c'est en Allemagne où il y a de l'argent. Allemand rime avec argent. Donc l'Allemagne, les qualités, donc là, je ne vais pas vous lire tout ça en anglais. Juste, j'ai mis le 6e paramètre ici. J'ai essayé de faire un petit résumé assez bref. Centre économique fort de l'Allemagne. À Munich, l'high-tech. À Stuttgart, l'auto. Donc l'automobile, en particulier, c'est là où il y a le siège de Porsche, pour tous les Porschistes. Rhein-Neckar, pharmaceutique et IT. Francfort, c'est la finance, capitale financière de l'Allemagne. C'est là où notamment il y a la bourse, d'accord, le DAX. Hambourg, d'ailleurs il y a une faute d'orthographe là. Je vois qu'il y a une faute d'orthographe là. Oh là 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 là. Bon, c'est pas grave, allez, on va tout supprimer, on s'en fiche. Ben, à Hambourg, en bref, le maritime, l'aéronautique, construction et les médias. Et à Berlin, les startups, d'accord. Donc, la plupart des digital nomades vont du côté de Berlin. Donc, là, j'ai repris le schéma de tout à l'heure, hein, avec les pays contributeurs de l'Union européenne. Donc, on voit le trio de tête entre l'Allemagne, la France et l'Italie. Et toujours pareil, au niveau du Gross Domestic Product, on voit que voilà, l'Allemagne, on va s'intéresser seulement aux nations qui dépassent les 2 trilliards, d'accord ? Les 2 trilliards, donc on a l'Italie, la France et l'Allemagne, et on va s'intéresser à ces 3 pays, et on va parler des régions. J'ai bien dit des régions les plus riches, j'ai pas dit des villes. Les régions les plus riches. On va s'intéresser à ça. Si vous êtes intéressé par l'Europe, on va s'intéresser aux régions les plus riches en Europe et je vais vous expliquer pourquoi ces régions sont riches. D'accord ? Je vais m'intéresser seulement au haut du panier. Donc, le haut du panier, on a parlé. L'Allemagne, France et Italie. L'Allemagne premier, d'accord ? Et loin, loin devant. Donc, moi, je vais m'intéresser à ceux qui dépassent les 50 000. D'accord ? Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est le Final 8. Dans le Final 8, il y en a 6 qui sont allemands. D'accord ? Hambourg, l'Île-de-France, donc Paris, Brême, donc voilà. La Bavière, avec notamment Munich. Baden-Württemberg, c'est la ville de... vous avez quoi comme ville ? Vous avez Stuttgart, notamment. La ville de Hesse, la région de Hesse, c'est Francfort, c'est là où il y a le centre financier, et Berlin, d'accord ? Donc, et le South Tyrol, c'est l'Italie, mais l'Italie juste à côté de la Suisse, d'accord ? Donc voilà, c'est le Final 8, les 8 régions, et le South Tyrol, le Tyrol du Sud, en français, c'est en plein cœur de la mégalopole européenne, d'accord ? Donc, à part peut-être Hambourg et Brême et Berlin ne sont pas dans la mégalopole européenne. Mais tout le reste, ils sont dans la mégalopole européenne. Et ben, je vais vous expliquer, parce que vous allez me poser la question, pourquoi Hambourg et Brême sont dans les premières places des régions européennes les plus riches, et pourtant ils ne sont pas dans la mégalopole européenne. Pourquoi ? Comment ça se fait réaliste ? Bon, ben, je vais vous expliquer. Attendez, on va parler de Hambourg et je vais vous parler de Brême. Ok ? Je vais vous parler des deux. Parce que l'Île-de-France, voilà. Et aussi, avant que je vous parle de Hambourg et de Brême, vu que moi je suis français, je vais vous parler de la France. Il y a une énorme différence entre l'Île-de-France et le reste des
des régions françaises. L'Île-de-France, d'accord, c'est énorme. D'accord, c'est un tiers du PIB français. Je reviendrai par la suite. La deuxième région, c'est la région Rhône-Alpes, avec notamment la ville de Lyon. D'accord. Et tout le reste, voilà, c'est vraiment derrière. Donc il y a une énorme différence si vous êtes intéressé par l'Europe. Si vous êtes intéressé par la France, si vous voulez trouver du boulot, c'est vraiment en Île-de-France, d'accord. Le reste est à la traîne, d'accord. C'est vraiment à la traîne par rapport au reste des régions. Donc moi, je le dis, à l'époque, je ne le savais pas, d'accord. Quand j'avais 18-19 ans, moi, je suis un sudiste, d'accord. Donc j'ai déménagé de mon sud pour remonter sur Paris pour aller travailler. Je ne le savais pas, mais j'ai fait le meilleur move économique si j'avais pas travaillé en Île-de-France, en région parisienne, sans ça, j'aurais jamais eu l'argent qui m'a permis d'être bien, à l'époque économiquement. Ça m'a permis aussi également de voyager, d'accord. Ça m'a permis de travailler, j'ai carburé. J'ai voyagé dans 103 pays. J'aurais jamais pu voyager dans 103 pays si j'avais pas travaillé en région parisienne. J'aurais jamais pu voyager dans ces 103 pays et j'aurais jamais pu voyager même à l'intérieur de la France. J'aurais jamais eu les ressources économiques pour pouvoir voyager. Donc pour ceux qui sont intéressés par la France, l'Île-de-France, Paris est un game changer. Allez, on parle de Hambourg et de Brême. Je vous explique pourquoi ils sont quand même les régions les plus riches en Europe. Et je vais vous parler de Hambourg, Île-de-France. Donc voilà, ce France-Allemagne, ok. Donc pour Hambourg et l'Île-de-France, d'accord, qu'on a vu que c'était les deux régions les plus riches en Europe. Donc Hambourg compte parmi les centres économiques les plus importants d'Allemagne. Au fil du temps, la ville de Hambourg s'est spécialisée dans la chimie, la construction, l'aéronautique et navale et la technologie en général. Hambourg est ainsi le numéro 1 dans les domaines de la technique médicale et les biotechnologies. D'accord ? Et je tiens à préciser encore, en plus, Hambourg est le 3e port en Europe, derrière Rotterdam et Anvers en Belgique. D'accord ? Et donc, ça s'explique par rapport à ça. Pourquoi Hambourg est la région la plus riche en Europe aujourd'hui, en 2025. Et pour parler rapidement de l'Île-de-France, d'accord ? L'Île-de-France, j'en parlais tout à l'heure, je disais, voilà, c'est un tiers du produit intérieur brut de la France. Donc, la richesse de la France, elle est concentrée en Île-de-France. Entre l'Île-de-France et le reste, il y a un gap qui est énorme. D'accord ? 31% du PIB de la France, 5,4% du PIB européen, d'accord ? Un des PIB par habitant les plus élevés d'Europe. D'Europe. Vous avez entendu ? Là, c'est noté, ok ? D'Europe. Donc, si vous êtes intéressé par la France, allez travailler en région parisienne, ok ? C'est aussi simple que ça. Donc là, article, l'Île-de-France représente environ 31% du PIB français en 2012. D'accord ? Là, l'article, il date de 2012. On est en 2025. Là, l'article, il date de 2023. C'est-à-dire qu'en 10 ans, en 11 ans précisément, ça n'a pas changé. Aujourd'hui, où je fais cette vidéo, on est en 2025. Ça n'a toujours pas changé. L'Île-de-France représente toujours un tiers du PIB français. Donc, si vous voulez faire du fric, c'est en région parisienne qu'il faut faire du fric. D'accord ? Si vous êtes intéressé par la France. Et je vais vous expliquer, parce que je n'ai pas parlé de Brême. On a parlé de Hambourg. Je vous ai dit qu'il y a un port à Hambourg, qui est le 3e port, européen, derrière Rotterdam et Anvers. Mais à Brême, il y a aussi la même chose. À Brême, il y a un port, mais je vais vous faire montrer dans les cartes. C'est pas vraiment à Brême. Je vais vous expliquer. Donc là, vous avez Bremerhaven. Donc Bremerhaven, c'est une ville où justement il y a un port qui est le 2e plus gros port allemand et le 7e port le plus gros en Europe, d'accord ? Et donc cette ville-là, c'est pas à Brême, mais Brême est ici, d'accord ? Mais c'est dans la région de Brême, d'accord ? Si vous voyez ce que je veux dire, c'est dans la région de Brême. Et donc Brême, la région de Brême bénéficie, d'accord ? Bénéficie du flux économique du port de Bremerhaven, ok ? Et c'est pour ça que Brême est la 3e région la plus riche en Europe. Par exemple, si l'Île-de-France, par exemple, imaginons que le port du Havre, qui est le 10e port en européen, si le port du Havre était situé en Île-de-France,
peut-être que l'Île-de-France aurait été la région la plus riche en Europe. D'accord? Parce que là, on est en Allemagne, d'accord? On est à Brême. On dézoome. On dézoome. La région la plus riche en Allemagne, on a vu, la région la plus riche en Allemagne, c'est ici, Hambourg, par rapport au port. D'accord, très bien, ok. Mais la région où les Allemands font le plus de flux économiques, le plus d'argent, si on parle de ville, pas de région, excusez-moi, de ville, c'est Munich. Les salaires les plus élevés en Allemagne en termes de ville et pas de région, c'est Munich. Tout à l'heure, on avait parlé de l'Australie. Je vous ai dit, la région en Australie avec où les gens gagnent le plus d'argent, c'est le Western Australia avec la ville de Perth. Mais la ville pure en Australie où les gens ont les salaires les plus élevés, c'était Sydney. Et ben pour l'Allemagne, c'est Munich, d'accord? Et la région, c'est la région de Hambourg, d'accord? Et donc Hambourg et Brême, qui, comme on a vu, qui font partie des régions en Allemagne. C'est la première région en Europe, la région de Hambourg, et la région de Brême est la troisième région en Europe avec le plus de flux financiers après l'Île-de-France. Eh ben, ils ont la particularité d'avoir un port. Ils ont un port ici à Bremerhaven et à Hambourg, le port de Hambourg, d'accord? Et c'est ça qui font qu'ils sont premiers. Voilà, que l'Allemagne est le leader européen. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vais vous faire un résumé, ok? Donc, résumé sur ce qu'on a vu, ok? Donc, on a vu quoi? Les trois plus gros blocs, Union européenne, Amérique du Nord et RCEP. C'est quoi RCEP? C'est l'ASEAN plus la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. D'accord? C'est la région la plus riche économiquement aujourd'hui en 2025. Donc, ça fait sens de viser cette région. Alors, qu'est-ce qui pourrait être un bon plan aujourd'hui pour un entrepreneur, d'accord, qui a l'ambition de réussir sur le plan économique? Ce serait de vivre dans un des pays des tigres. Donc, les tigres, c'est la Thaïlande, le Vietnam, la Malaisie, les Philippines et l'Indonésie, avec notamment Bali qui est connu. Donc vivre dans une destination comme ça dans un premier temps. Pourquoi? Parce que le tigre, il est solitaire. Donc quand on commence une entreprise, on n'a pas d'argent. On est souvent en solo entrepreneur. Donc, le tigre, il chasse seul. Donc vous, en tant qu'entrepreneur, vous êtes seul au début, avant de croître sur le plan financier. Et une fois que vous commencez à gagner suffisamment de revenus financiers, vous avez le choix et la possibilité de partir des tigres pour rejoindre potentiellement les dragons, c'est-à-dire les 4 dragons, Corée du Sud, Hong Kong, Taïwan et Singapour, pour ne pas être capés, parce que les entrepreneurs qui gagnent de l'argent et qui restent dans les pays des tigres ou autres, hein, ça peut être les pays de Jaguar par exemple, et ben en fait la plupart des gens de la population ou les gens de votre entourage au bout d'un moment gagnent moins d'argent que vous, donc vous avez plus envie de faire les efforts et plus envie de gagner plus d'argent. Mais si vous êtes vraiment ambitieux, ça peut faire sens à un moment donné de quitter les tigres pour partir dans un des pays des 4 dragons pour rencontrer toujours des entrepreneurs ambitieux et intéressants, par exemple comme à Hong Kong ou à Singapour. Et donc, vu que c'est la région la plus dynamique au monde, comme vous voyez ici avec RCEP, eh ben ça fait sens de pouvoir choisir ça si vous avez envie de croître sur le plan économique. D'accord? Après, pour le reste, on voit que voilà, les deux qui sont derrière, c'est l'Afrique et le Mercosur. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'argent à se faire là-bas, mais ça veut dire que les choix que vous allez faire, par exemple, en particulier si vous êtes un homme, homme comme moi, donc homme hétérosexuel, moins de 35 ans, si vous choisissez l'Amérique latine, c'est plus pour un côté lifestyle que pour un côté économique, d'accord? Alors oui, il y a peut-être des bons bastions comme Panama, mais si vous choisissez l'Amérique latine, il y a beaucoup moins de flux économiques que dans le bloc du RCEP. Et donc, imaginons que vous choisissez un pays peut-être comme un pays jaguar, comme la Colombie, le Chili, l'Argentine. Ça peut faire sens de choisir un pays comme ça si vous avez un projet professionnel ou un style de vie qui est basé sur la culture d'un de ces pays. Imaginons, vous êtes fan de tango,
ça peut faire sens de vous installer en Argentine. Vous êtes fan de bachata, ça peut faire sens de vous installer en Colombie. Vous êtes fan de baile funk ou de football, ça peut faire sens de vous installer au Brésil. Vous avez un projet, imaginons, de monter une agence de foot et de recruter des footballeurs et de les envoyer en Europe, au Brésil ou en Argentine, ça peut faire sens de viser ces pays-là, d'accord ? Si, par exemple, vous êtes comme monsieur que j'avais eu tout à l'heure, vous avez des projets d'entrepreneurs dans l'industrie des pierres précieuses, ça peut faire sens peut-être d'être du côté de l'Angola, qui est un des pays que j'ai pas mis, mais un des pays des lions. L'Angola est un pays des lions, avec aussi l'Algérie, donc Maroc, Algérie, Tunisie, Nigeria, et Angola, c'est les lions d'Afrique, d'accord ? Ça peut faire sens d'être peut-être en Angola, en fonction, si vous êtes dans les pierres précieuses, par exemple. Mais c'est vraiment un domaine spécifique, d'accord ? C'est en fonction de votre niche. Si vous n'avez pas une niche en particulier, ça ne sert à... honnêtement, c'est pas quelque chose que je conseillerais d'être dans le Mercosur ou dans la zone Afrique. Je vous conseillerais potentiellement plus d'être dans l'un des 3 blocs. Ou si vous êtes français, belge, restez dans l'Union européenne. Et si vous bougez pour un des 2 gros blocs, Amérique ou l'Asie. Et l'Asie est aujourd'hui le bloc économique le plus important. Et vous le voyez par rapport aux mégalopoles. Si vous êtes en Amérique, Mercosur, zone Mercosur, Amérique du Sud, concentrez-vous sur la mégalopole du Sud, entre Rio et Buenos Aires, pour quand même bénéficier de un certain flux économique, d'accord ? Si vous êtes, par exemple, en Afrique, contrairement au Mercosur, vous n'avez pas de zone, vous n'avez pas de mégalopole. On avait déjà parlé de l'Afrique tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de mégalopole. Il y a des villes économiques comme Johannesburg et Lagos au Nigeria, mais il n'y a pas de réelle mégalopole, d'accord ? En Europe, la mégalopole européenne, concentrez-vous entre Londres et Milan, en passant par Paris. Pour le RCEP, c'est là où la région la plus riche dans le monde, le bloc RCEP. Il y a énormément de blocs. Il y a Tokyo, Osaka, Kobe. Vous avez Séoul, Beijing, donc Beijing, Pékin, Shanghai, Hong Kong. Par rapport au bloc RCEP que vous voyez ici, pour une personne qui débute dans l'entrepreneuriat, ça peut faire sens de s'installer dans un des pays des 5 tigres que vous voyez ici, la Thaïlande, Malaisie, Philippines, Vietnam ou l'Indonésie, j'ai mis entre parenthèses en particulier Bali, parce que c'est la place la plus populaire. Ça peut faire sens de s'installer dans un des pays des 5 tigres. Pourquoi ? Parce que le bloc économique le plus important, c'est RCEP, donc cette région-là que vous voyez dans la carte, mais aussi quand vous débutez dans l'entrepreneuriat, ici, vos revenus ne sont pas élevés. Et donc, c'est l'équation suivante, revenus moins coût de la vie, moins charge fiscale, et vous devez être égal à un solde positif pour pouvoir continuer le jeu de l'entrepreneuriat. Honnêtement, il y a une région un peu, qu'on en parle beaucoup moins, ils n'ont pas mis ici, mais il y a une région entre Bangkok, un axe entre Bangkok, Phnom Penh et Saigon, qui est aussi un axe économique en Asie du Sud-Est. C'est pas une mégalopole, mais c'est peut-être un axe économique secondaire dans l'Asie du Sud-Est. Donc tout ça, voilà, tout ça, ça fait de l'argent. Et je pense aussi que là aussi, il va y avoir un axe dans la partie Middle East. C'est pour ça que j'avais mis les 4 faucons. Avec le Bahreïn, le Qatar, les Émirats et l'Arabie Saoudite, je pense qu'il y aura un axe économique prochainement entre Dubaï, Riyad et Doha, et potentiellement Manama au Bahreïn. Je pense vous avoir parlé de tout. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses à travers ce contenu. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Voyagez, découvrez et vous réussirez. Ciao, bye bye.